Parfait. OK, du coup, on commence. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue au webinaire Live 2020. Espérons que vous allez tous bien, vous ainsi que vos proches, dans cette période particulière, très particulière. Et nous sommes ravis de vous avoir si nombreux pour ce webinaire live. Je m'appelle Parisa-Louise Darzy, je suis consultante senior au sein de Zabala France et spécialiste en environnement et climat. Et aujourd'hui, je suis accompagnée par mon collègue Valérian Gobet. Bonjour à tous, donc voilà, je suis Valérian Gobet, je suis le responsable de l'agence Zabala Bordeaux qui a ouvert mi-octobre 2019. Donc voilà, on est spécialisé dans l'accompagnement des entreprises au niveau des projets nationaux, européens et aussi crédit impôt recherche, mais ça, pareil, ça va revenir un petit peu là-dessus ensuite. Exactement. Du coup, hop, on commence. Juste avant de commencer le webinaire, quelques mots sur l'utilisation de ce webinaire, GoToWebinar. Donc, les participants ont le son et la caméra coupée. Si vous avez des questions, des commentaires à nous faire, n'hésitez pas à utiliser le menu à droite de votre écran. Vous avez la partie questions. Vous pouvez nous écrire, vous poser des questions ou donner des commentaires. À la fin de ce webinaire, bien évidemment, on va revenir et on va répondre à toutes vos questions. Et si au cas où on n'a pas assez de temps, on va vous répondre plus tard par email. Et également, on vous enverra tous les, on va dire, la présentation, également l'enregistrement de ce webinaire à tous les participants avec les contacts si vous avez besoin de participer avec les contacts pour les coordonnées en fait pour les personnes à contacter. Comme je vous ai dit, moi, je vais vous présenter la partie live, excusez-moi, hop, la partie live et les nouveautés de live de cette année. Et Valérian, et ensuite, il va présenter la partie des conseils pratiques pour réussir un projet de live. Et à la fin, on a on va avoir 10 minutes à peu près pour tout ce qui est questions et réponses. Je souhaite également souligner et remercier les partenaires qui nous ont accompagnés pour organiser ce webinaire. Ce sont nos partenaires et les pôles de compétitivité qui nous ont aidés à ce sujet. Vitagora, Moveo, Systématique, Cap Énergie, Enao, OMC2 ainsi que le pôle Minalogique. Donc, on les remercie pour la diffusion de ce webinaire. Donc, je vais couper la caméra et on va commencer le webinaire. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Zabala, juste quelques mots sur notre cabinet. Notre cabinet, c'est un cabinet espagnol qui a été construit monté en 86, il y a plus de 30 ans. Nous sommes actuellement plus de 280 consultants qualifiés, aussi bien des docteurs et des ingénieurs dans différents domaines qui travaillent au sein de Zabala et répartis sur 13 bureaux en Europe et ainsi qu'un bureau en Colombie. Nous avons un portefeuille riche de clients, de plus de 8 500 clients, aussi bien des entreprises, des PME, des grands groupes, OTI, ainsi que des instituts publics et des centres de recherche. Pour vous donner une idée globale sur notre activité sur les projets, montage des projets européens typiques Horizon 2020. Durant les 10 dernières années, nous avons eu plus de 600 partenariats dans le cadre de projet H2020, nous avons réussi à financer plus de 260 projets pour nos clients avec un retour financier de plus de 640 millions d'euros pour nos clients. Avec un taux de succès de 33%, qui est un taux de succès assez important par rapport à la moyenne européenne qui est 11%. Derrière ce chiffre, il y a des années d'expérience, il y a une méthodologie
bien définie et une équipe expérimentée qui fait qu'on a réussi à avoir ce taux aujourd'hui. Donc, au plus loin, on va vous expliquer notre méthodologie et l'expérience et des conseils à ce sujet. Donc, le projet de Life 2020, avant rentrer dans on va dire, vif du sujet, je souhaite souligner que la France ne s'occupe pas aujourd'hui, on va dire, les premières places des pays européens qui ont réussi à avoir les projets de Life financés. La France aujourd'hui, c'est le 5e pays avec en fait les projets qui a réussi à avoir des projets financés dans le cadre de projets de Life entre 2014 et 2017. Et dans la même période, il faut souligner que la France occupe 3e place le plus innovant en Europe. Donc, vous voyez, il y a un écart entre les projets financés de Life et l'innovation en France. Donc, c'est pour ça, il ne faut pas hésiter de se renseigner sur le programme Life. Bien évidemment, c'est un peu différent que les projets H2020, mais il faut se renseigner et il faut vraiment utiliser le financement, le budget qui est disponible pour les projets de Life. Donc, n'hésitez pas à vraiment aller sur ce dispositif et déposer le dossier. Donc, le projet de Life a été créé en 92. C'est un instrument financier de l'Union européenne qui est dédié exclusivement à l'environnement. Son objectif général est d'améliorer des politiques environnementales et climatiques de l'Union européenne. Pour la période de 2014 à 2020, le programme disposait d'un budget de 3,5 milliards d'euros. Pour cette année, nous avons 550 millions budget, dont 2 tiers qui ont été dédiés pour le sous-programme environnement et 1 tiers pour le sous-programme action pour le climat. Il faut savoir que le programme LIFE, c'est un instrument financier de l'Union européenne, mais qui est géré par l'IASM, Agence exclusive pour les petites et moyennes entreprises, donc qui est responsable de suivi des projets et mise en œuvre de ce programme. Dans le cadre du programme LIFE, nous avons différents types de projets. Le projet traditionnel, qui sont des projets les plus, on va dire, utilisés, les plus déposés pour le programme LIFE, qui sont divisés en 2 sous-programmes, sous-programme environnement, qui répondent en fait aux questions environnementales, l'efficacité de ressources et tous les sujets en lien avec la nature et biodiversité et bien évidemment la partie gouvernance et information en matière d'environnement. Le deuxième sous-programme, c'est Action pour le climat. Ce sont qui couvrent les projets qui sont dédiés, qui visent à atténuer les effets du changement climatique ou qui visent des actions pour adapter au changement climatique. Et troisième partie, les projets qui couvrent la partie gouvernance et information sur le climat. Les deuxièmes types de projets, ce sont des projets intégrés qui sont les projets plus volumineux à une échelle plus large de territorial, régional, multirégional, national. Et troisième type de projet, on va dire, c'est projets d'assistance technique. Ce sont des projets qui sont visés pour financer la préparation des projets intégrés. Et quatrième type de projet, ce sont des projets préparatoires qui sont visés pour satisfaire les besoins spécifiques pour élaborer les politiques environnementales et climatiques. Mais il faut prendre en compte que à ce jour, on a beaucoup plus de projets traditionnels déposés pour le programme LIFE que les autres types de projets. Pour tout ce qui est budget et financement, les catégories des coûts éligibles sont presque typiques des autres projets européens type Horizon 2020. Donc, ça couvre les coûts directs de personnel, les frais de voyage et de séjour, les coûts de sous-traitance, les coûts de tout ce qui est en lien avec prototypage, équipement, ainsi que tout ce qui est achat et location et droit d'utilisation, les terrains
pour les projets nature. Nous avons également consommables les frais de autres frais, comme par exemple les frais pour audit, pour par exemple imprimer les outils de communication, ça rentre dans la partie autres frais, et on a les frais généraux également. Concernant le budget des projets live, on est autour de, on va dire, budget moyen, c'est entre 2 à 2,5 millions d'euros, avec un taux moyen de financement de 55%. Et ce qui sont, en fait, le taux moyen, c'est 55% pour tout le projet, et il n'y a pas de différence entre les grandes entreprises, les petits ou les instituts publics. Ça veut dire que toutes les entités bénéficient de ce taux de 55%. Et ce taux pour les projets nature et biodiversité est 60 et 75%. Donc, en ce qui concerne les dates de dépôt de candidature pour les sous-programmes environnement, le dépôt du dossier se fait en 2 étapes. Première étape correspond à la concept note. Donc, le dépôt se fera en juillet 2020. Et la deuxième étape, ce qui correspond au dépôt de la proposition complète, se fait en février 2021. Pour le sous-programme Action pour le climat, le dépôt se fait en une seule étape. On doit déposer la proposition complète en octobre 2020. Il faut prendre en compte que les projets approuvés ne pourront pas commencer avant juillet 2021 pour les projets sous programme Action pour le climat et avant septembre 2021 pour les projets sous programme environnement. Donc, ce sont des projets, on va dire, un peu à moyen long terme à déposer pour ce type de financement. En termes de procédure de candidature, pour le programme environnement, comme je vous ai dit, ça se fait en 2 étapes. Première étape, on va déposer la concept note, qui est un dossier de environ 10 pages, qui doit être rédigé en anglais, et nous avons le droit d'utiliser que des textes. Donc, il ne faut pas mettre des cartes, des photos et lettres de soutien. Deuxième étape, c'est proposition complète. Donc, c'est un document plus long, plus volumineux, autour de 50 à 80 pages. Et il faut savoir que nous avons des limites de caractère pour chaque session. Donc, c'est pas, il faut prendre en compte que le projet de live n'est pas comme les autres projets H2020 qu'on télécharge le dossier sur le site. Il faut vraiment insérer les textes par section, donc dont on a les limites de caractère pour chaque session. Ensuite, tout ce qui est concernant la langue, on peut utiliser, on peut écrire bien évidemment le dossier en anglais ou dans d'autres langues officielles de l'Union européenne. Cette fois-ci, dans la proposition complète, nous avons le droit d'utiliser des textes, des cartes, des photos et tout ce qui peut valoriser au mieux votre projet. Et sur cette partie, il faut prendre en compte que comme on est en train de déposer la proposition complète avec plus de matière, il ne faut pas changer la nature générale du projet. Donc, il faut garder le même objectif, les mêmes activités, les mêmes impacts qu'on a présenté dans la concept note. Également, en ce qui concerne le financement, nous ne pouvons pas demander plus de 10% par rapport à ce qu'on a demandé dans la concept note. Pour le sous-programme Action pour le climat, nous devrions déposer le projet dans une seule étape. On doit déposer la proposition complète. Donc, c'est un dossier entre 50 à 80 pages, bien évidemment toujours avec des limites de caractère, en anglais ou d'autres langues officielles de l'Union européenne. Et bien évidemment, on peut utiliser non seulement des textes, mais des cartes, des photos et des graphiques dans notre dossier. En ce qui concerne les nouveautés de LIFE 2020, il y a 4 nouveautés, les grandes nouveautés, on va dire. La première, c'est que l'IASM va vérifier pendant la période d'évaluation des projets, va vérifier si le projet a été financé par d'autres projets européens, type Horizon 2020.
Et s'il y a ce doublon, ils vont tout de suite rejeter la proposition. Ça veut dire qu'au moment de dépôt, on a une case à cocher que si le projet a été financé ailleurs ou pas. Si on dit que non et que la vérité c'est que le projet a été financé, ils vont rejeter. Donc il faut vraiment faire attention à ce point. La deuxième chose, c'est concernant la participation de start-up. L'appel à projet LIFE 2020 donne la possibilité d'intégrer les start-up en tant que membres au sein de consortium d'un projet LIFE. Et en fait, ça fonctionne comme un incubateur d'entreprise, on va dire. Et donc, les projets avec la participation des startups dans le projet LIFE 2020 sont les bienvenus. Troisième chose à prendre en compte, c'est concernant le fait que pour les consortiums de l'appel à projet LIFE 2020, nous avons une possibilité comme cascade funding. Ça veut dire que le consortium peut attribuer directement une aide à la partie, on va dire, les third parties, les parties tierces, comme les associations, les ONG, qui participent de manière, on va dire, courte à ce projet. Et ils ne sont pas membres du projet, membres de consortium, mais ils participent dans une partie de projet. Ce financement est limité à 20 000 euros par entité bénéficiaire et 100 000 par projet. Quatrième nouveauté, c'est concernant le fait que les entités privées ne sont plus obligées de lancer des appels d'offres publics pour des actions dépassant 135 000 euros. Cette année, ils ont augmenté la part de préfinancement. Ils vont payer 40% de préfinancement, le premier préfinancement. Le coût d'amortissement amortissement des équipements, en fait, peut être couvrir jusqu'à 100% si, après la fin du projet, les équipements sont toujours utilisés dans le même usage que dans le cadre du projet. Et la dernière chose à prendre en compte, c'est que nous sommes dans une période particulière, l'événement de Covid, on va dire Covid-19. Donc, si votre projet d'une certaine manière va être lié à la gestion des impacts de Covid-19. Donc, il faut les signaler et les impacts et il faut les mentionner dans le projet. Donc maintenant, on va passer, excusez-moi, on va passer à la clé de succès et les conseils pratiques pour réussir un projet de live. Donc, je demande à Valérian Oui. voilà, de Tu me continuer. donnes la main sur les slides, Parissa? Oui, Ouais, exactement, oui. super. Ok. Ok, donc du coup, on va se concentrer ici sur voilà, quelques clés de succès qu'on se propose de vous communiquer. Parce que voilà, chez Zavala, vous le verrez un peu plus tard sur les quelques slides que je vais vous présenter, on a une expérience qui est assez forte justement dans ce programme-là, tout comme le programme H2020. Mais il y a quelques spécificités dans ce programme qui font que celui-ci diverge un peu du fonctionnement classique du programme H2020 et qu'il est important de bien prendre en considération lors du montage de votre dossier de demande de financement. Et on va en discuter un petit peu ensemble. Alors, je vais essayer, voilà. Sur cette première slide, je vous propose de retrouver quelques concepts et informations assez générales, mais qui sont très importantes à prendre en considération à l'heure où vous allez réfléchir à s'il il apparaît comme opportun de déposer un dossier de candidature en réponse à l'appel à projet 2020. Tout d'abord, et ça c'est valable pour n'importe quel programme de financement auquel vous allez déposer un dossier, il faut toujours vérifier que votre projet est bien aligné, évidemment, avec le sujet ou le programme que vous visez. On va parler de sujet dans le cadre du programme Live parce que, comme l'a bien précisé Parissa juste avant, le programme est divisé en deux sous-programmes principaux et à l'intérieur de chacun de ces sous-programmes, il y a des domaines prioritaires qui sont encore une fois subdivisés en topics, donc des sujets qui sont en adéquation avec les directives européennes en termes de normes
environnementales et climatiques et des sujets innovants qui sont attendus à être déposés dans le cadre de cet appel à projet. Donc, c'est très important de prendre en considération cet alignement, même si lors de la phase 1 d'évaluation, notamment des projets déposés sous la forme d'une concept note pour le sous-programme environnement, cet aspect-là ne peut pas forcément être lisible directement dans le dossier, parce qu'il est limité en termes de caractère, comme l'a précisé par Issa. Mais c'est très important d'ores et déjà de bien vérifier cet alignement au départ, parce que ce sera essentiel lors de l'évaluation de la proposition complète. Donc ce serait dommage de déposer une concept note qui soit acceptée, mais que finalement on se rende compte lors du montage de la proposition complète que finalement le projet n'est pas forcément aligné directement avec un topic et qu'on va avoir du mal à faire rentrer ça dans le dossier et ça va forcément perdre des points lors de l'évaluation. On va parler dans le cadre du programme de projets qui sont proches du marché. C'est pour ça que je vous ai mis sur la droite l'échelle de TRL, donc Technology Readiness Level. C'est une échelle qui a été mise en place notamment par la NASA pour mesurer le degré de maturité d'une technologie ou d'un système. C'est quelque chose qui est aujourd'hui très largement répandu, notamment au niveau du programme H2020, pour mesurer le degré d'avancement de votre technologie et savoir si votre projet est plutôt de la R&D ou de l'innovation proche du marché. Donc ici, on attend vraiment des projets proches du marché, donc pas des projets de recherche et développement. La preuve de concept de votre technologie, typiquement, doit avoir été apportée, ce qui correspond à un TRL à peu près de 3 à 4. Et le TRL d'entrée pour le programme Live se situe, on va dire, entre le TRL 5 et le TRL 6 pour déboucher, sortie de projet, à un niveau de TRL 8 ou 9, puisque l'objectif de ce programme Live est d'accélérer votre croissance sur l'échelle de TRL pour accélérer la mise sur marché d'un produit, ou d'une technologie qui sera ensuite commercialisée. Donc, on va inclure dans votre dossier et dans la partie implémentation des activités qui vont être proches du marché parce que c'est plutôt bien perçu lors de l'évaluation et que c'est considéré comme un indicateur puissant de la continuité de votre projet. Évidemment, si votre projet aboutit à une technologie qui va être mise sur le marché, il va y avoir forcément un intérêt financier pour l'entreprise de commercialiser ce produit-là et de générer du chiffre d'affaires, donc une continuité assez évidente pour la suite. Là aussi, c'est quelque chose de très important et recommandé d'introduire une sous-action de réplication et de transfert des résultats. Évidemment, on est dans un programme européen, donc une aide financière vous sera octroyée pour mener à bien votre projet. Au niveau de la Commission européenne, il est attendu à ce que les résultats de votre projet soient aussi diffusés de manière assez large pour que on va dire, l'Union européenne puisse bénéficier d'une manière indirecte des résultats positifs de votre projet. Donc, un plan d'exploitation doit être obligatoirement préétabli dans l'optique de financer votre projet. Enfin, voilà, ça rejoint un petit peu ce que je disais un petit peu avant. La commercialisation et l'industrialisation peuvent démarrer avant la fin du projet, puisque l'objectif, c'est de mettre sur le marché 2 ans, on va dire, à peu près après la fin du financement de votre projet, un produit sur le marché. Et enfin, le dernier détail, dernier commentaire de la slide, et qui est très important également, c'est de toujours détailler et encore détailler les éléments que vous allez mettre dans votre proposition, tout en gardant une certaine cohérence dans les éléments, des éléments que vous allez renseigner dans votre dossier, puisque c'est finalement cette cohérence et les éléments de détail que vous allez donner qui va faire que l'idée de votre projet apparaîtra claire pour l'évaluateur et qu'il aura une bonne appréhension justement de votre projet et qui maximisera évidemment les chances de succès de ce dernier. Voilà, c'est quelques petites informations assez générales qu'on voulait vous communiquer à ce niveau-là. Sur les 2 slides qui vont suivre, on a retour d'expérience recensé, 10 étapes clés du succès pour un projet. Alors, elles ne sont pas organisées par priorité, mais ce sont vraiment des points quand même généraux encore une fois, mais qui sont importants à prendre en considération lors du montage ou de la réflexion que vous aurez sur l'idée de monter un dossier de demande de subvention. Le premier point, c'est de mettre l'accent sur le vert. Évidemment, le programme LIFE, c'est un programme qui va cibler des problématiques environnementales et climatiques
qui sont aujourd'hui nombreuses et variées, comme vous le savez tous. Donc, il est important de vérifier que votre projet soit bien aligné avec les priorités quand même définies dans le programme de travail pluriannuel LIFE pour la période 2018-2020. Donc ça, c'est disponible dans les guidelines du programme et il faut vraiment vérifier cet alignement. Ça, c'est un premier point. Le second point, c'est qu'on est dans un projet de démonstration. Donc, vous allez tester votre solution sur une échelle de réponse pertinente, c'est-à-dire dans un environnement qui va présenter des conditions proches du réel. En tout cas, c'est le démarrage au niveau du TRL 6, voire 7, afin de valider pleinement le concept ou la technologie que vous avez initialement développée et vérifier comment cette technologie-là va se comporter dans des conditions réelles. Donc ça, c'est vraiment important à garder à l'esprit que le programme LIFE va venir financer des projets de démonstration ou de pilote de nouvelles technologies. Le troisième point, on va parler de mesures, de quantification. C'est très important dans votre projet aussi de définir une valeur de base, la baseline de votre projet. C'est-à-dire que, pour prendre un exemple assez simple et parlant, j'espère, si votre projet concerne le développement d'une motorisation alternative dans le domaine de l'aviation, il est assez évident d'établir la valeur de base au niveau des émissions, par exemple, de gaz à effet de serre, de la motorisation usuellement utilisée actuellement. Donc, on est capable de déterminer ça et de définir ensuite des objectifs qui sont quantifiés en termes notamment d'impact environnemental et de limitation justement d'émissions de gaz à effet de serre et de dire voilà, on va limiter à hauteur de X% les émissions de gaz à effet de serre, ce qui correspond sur un volume, une flotte d'avions de X avions, une quantité assez précise de kilos de CO2 émis qui sera économisé chaque année ou sur chaque vol en fonction de la distance qui sera effectuée. Donc voilà, c'est vraiment garder à l'esprit qu'il faut quantifier tous ces aspects-là et c'est très très important. On n'est pas dans des objectifs qu'on va donner de manière très générale qui finalement vont donner une sensation que voilà, ok, vous ciblez quelque chose, mais vous savez pas vraiment où vous mettez les pieds. Le fait de quantifier, ça donnera vraiment de l'information de qualité derrière pour l'évaluation de votre dossier. Et évidemment, ces objectifs quantifiés que vous allez définir doivent faire ensuite, dans le cadre de votre projet, l'œuvre d'une stratégie de suivi des indicateurs de performance. Évidemment, vous avez défini des objectifs quantifiés au départ. Ils sont plus ou moins exacts, entre guillemets, et il n'y a que la démonstration et le suivi de ces démonstrateurs qui va permettre de vérifier ces indicateurs clés de performance et vérifier si les chiffres annoncés au départ sont corrects ou encore meilleurs ou un peu moins bons. Voilà, ça c'est vraiment le focus de l'appel à projet et du dossier que vous allez déposer là-dedans en réponse au programme LIFE. On va parler au point 4 et 5 de légiférer et d'appliquer en politique. Alors, ce sont deux concepts pour moi en tout cas, ont une certaine adéquation l'un avec l'autre. La partie légiférer, ça va considérer notamment le fait de ne pas oublier le cadre législatif de votre projet dans lequel il s'inclut, que ce soit aussi bien au niveau environnemental que non environnemental, puisque ce cadre législatif va affecter évidemment votre projet et la problématique environnementale et climatique que vous êtes censé résoudre. Ce cadre législatif peut présenter des lacunes qu'il faut identifier et vous pouvez, au travers de votre projet, apporter de nouvelles idées pour remédier à ces lacunes qui ont été identifiées. Un exemple assez simple d'un projet qu'on a nous-mêmes monté à Paris à l'époque, c'était un projet de transport multimodal qui incluait notamment l'utilisation sur le transport fluvial d'une motorisation alternative. Au moment du dépôt du dossier, notamment de la concept note, cette nouvelle motorisation alternative n'était pas autorisée pour la navigation sur la Seine, mais il était assez clair pour les spécialistes du domaine que celle-ci allait être autorisée. Donc on voit quand même que le cadre législatif était quand même important parce que si le cadre législatif venait à ne pas évoluer par rapport à ça, finalement l'idée même du projet serait venue à tomber à l'eau et n'aurait pas pu être menée à bien. Donc finalement, comme il était quasi certain, et d'ailleurs c'est aujourd'hui acté, que ce cadre législatif allait évoluer, c'était quand même quelque chose à prendre en considération dans la préparation du dossier. Le cinquième point, c'est l'application en politique. On va parler un peu plus de réglementaire. Et au travers du projet, on va pouvoir fournir des recommandations à ce niveau-là, faire évoluer un petit peu la réglementation de la Commission européenne à tous les niveaux, niveau européen évidemment, national, régional ou voire même local.
Ça va concerner notamment faire évoluer un petit peu tout ce qui peut se faire au niveau de l'AFNOR ou au niveau international, au niveau des ISO. Voilà, on n'a pas, le projet n'a pas vocation à remanier drastiquement toutes ces réglementations-là ou toute cette loi, mais ça doit contribuer justement à faire évoluer tous ces sujets-là. Pour le 6e point, voilà, c'est l'implication des gens, ou en tout cas des parties dans votre projet. Il faut faire attention à ne pas mélanger les concepts. Le partenariat, donc le consortium de votre projet, ça va concerner les personnes qui travaillent avec vous dans le cadre du projet qui sera financé. Il va y avoir aussi des parties prenantes qui sont celles qui vont être directement touchées par les actions du projet, mais qui ne vont pas forcément avoir de financement directement alloué, et le public cible, qui est celui que vous voulez influencer et voir adopter vos solutions. Typiquement, actuellement, on est en train de par la situation sanitaire dans laquelle nous sommes, nombre d'entreprises et de salariés sont en train d'évoluer un petit peu sur les modes de transport alternatifs qui seront mis en place pour la suite et comment réfléchir à tout ça. Dans un projet de développement d'une nouvelle technologie qui permettrait à des salariés d'avoir un nouveau mode de transport alternatif et plus vert, entre guillemets. Le projet serait la technologie et le développement de cette technologie-là. Les parties prenantes seraient les entreprises qui vont être intéressées d'un point de vue fiscalité probablement de participer et de stimuler en fait aussi les salariés à utiliser ce mode de transport alternatif. Et le public cible serait le public, enfin les end users, seraient donc les salariés qui utiliseraient in fine ces technologies-là. Donc voilà, vraiment ces concepts-là doivent être bien dissociés et bien clairs à l'heure où vous allez rédiger votre dossier et notamment votre proposition complète. La durabilité, évidemment, le programme LIFE et la Commission européenne vont vous allouer une subvention pour mener à bien votre projet. Je vous parlais tout à l'heure d'attente de retombées, on va dire, en termes de résultats au niveau européen. C'est très important, c'est clair. Et il faut que dans votre dossier, vous proposiez une stratégie à long terme et une planification de l'exploitation des résultats au-delà de la fin de votre projet. Voilà. Le programme LIFE ne s'attend pas à ce qu'une fois que vous avez touché le montant de subvention total, vous passiez à autre chose. Et voilà, c'était plutôt une histoire de moyens financiers pour mener à bien des expérimentations et pas vraiment d'idées de commercialisation derrière. Et de toute manière, ça se verra lors de l'évaluation, donc ça ne passera pas. Le transfert, c'est aussi quelque chose d'important. On est dans un projet de démonstration qui va être une vitrine à montrer à l'Europe et qui va permettre d'expliquer la solution que vous avez créée pour résoudre un problème environnemental ou climatique spécifique. Il ne suffit pas de diffuser les résultats, mais il faut aussi diffuser les connaissances acquises et, important, reproduire la solution dans d'autres secteurs d'activité, d'autres régions ou d'autres pays. Voilà, c'est vraiment l'optique dans laquelle il faut que votre projet puisse s'intégrer. Alors, il n'y a pas d'engagement, on va dire, écrit post-projet, enfin, pas d'engagement, la Commission européenne ne viendra pas vous taper sur les doigts post-projet par rapport aux engagements que vous auriez pris dans la proposition initiale que vous avez déposée. Mais voilà, il est quand même attendu derrière qu'il y ait de la réplication de votre technologie ou de démonstrateur ailleurs et dans d'autres domaines. Les deux derniers points sont des points assez généraux et transversaux aussi pour tout type de projet que vous monteriez. Le 9e point, c'est lire. Donc, lisez votre dossier de candidature, relisez-le, corrigez-le. Vraiment, prenez le temps de faire ça, même si nous le savons très bien, au moment où on se rapproche de la deadline du dépôt du dossier, les choses s'accélèrent et c'est pas forcément le moment où on a le plus de temps pour le faire, mais c'est quelque chose d'extrêmement important à réaliser, puisqu'il y a aussi l'aspect de compréhension de l'appel à projet, de digestion un petit peu de toutes ces informations que vous aurez lues et parcourues, qui va requérir une connaissance approfondie du programme pluriannuel LIFE, de son règlement, de ses applications et aussi de tout ce qui va être lié au FAQ. Donc voilà, c'est quand même une connaissance qui doit être importante parce qu'on parle vraiment d'alignement avec le programme. La dernière chose, évidemment, et ça, on ne peut pas forcément l'éviter, c'est beaucoup de travail. Déjà, par rapport à la proposition, il est important que cette proposition que vous avez déposée utilise un style d'écriture qui soit clair, simple, logique et précis. Ce sont quatre termes qui peuvent paraître assez classiques, mais c'est très important. On n'est pas dans de la phrase, dans de la narration longue qui ferait
perdre un peu le sens des choses que l'on souhaite préciser. Alors j'ai perdu la slide, j'ai perdu la main aussi. Je sais pas pourquoi, excusez-moi, je sais pas ce qui s'est passé. Enfin voilà, donc Attends, je bref, vérifie. tout ça pour dire que voilà, il faut vraiment rédiger de la manière la plus correcte le dossier que vous allez déposer. Voilà, sur les deux slides prochaines, là, notamment celle qui apparaît à votre écran, sur votre écran, ce sont des clés spécifiques de succès qui émanent de notre expertise et notre expérience dans ce programme-là depuis de nombreuses années et qui sont un petit peu, qui sont, je pense, utiles à prendre en considération. Alors le premier point, c'est la partie partenariat. Alors évidemment, ça, je le précise, vous pouvez déposer un projet en étant seul, en partant seul, sans partenaire dans le projet. C'est pas une condition sine qua non. Mais dans le cas où vous souhaiteriez vous faire accompagner par d'autres partenaires dans votre projet, il faut vérifier que chaque membre de votre partenariat apporte de la valeur ajoutée dans le projet. Voilà, on n'est pas là pour, on va dire, mettre une entreprise copine, entre guillemets, sur le dossier pour récupérer une partie de la subvention. Lors de l'évaluation, il sera regardé aussi la notion de partenariat et de valeur ajoutée apportée par chacun des partenaires. Il faut évidemment aussi que les relations entre chaque partenaire soient claires et bien établies. Qui est responsable de quelle action, comment tout ça va fonctionner dans le partenariat, quelque chose d'assez classique, mais il est important de le préciser. Et évidemment, la valeur ajoutée de votre projet ne doit pas être détenue par un sous-traitant. Ce sous-traitant-là n'est pas lié à la Commission européenne au travers d'un accord de subvention qui sera signé si le projet est financé, et il n'est pas lié non plus avec les partenaires du projet au travers de l'accord de consortium. Donc, c'est un point majeur de risque, le fait que la sous-traitance détienne la valeur ajoutée du projet. Ça sera aussi regardé lors de l'évaluation de manière assez attentive. L'autre point, donc on est toujours dans le fait de cibler des problématiques environnementales et climatiques. Il doit être bien ciblé et identifié. Alors ça, c'est de la répétition, mais c'est important de bien le garder à l'esprit. Le contexte de base et la situation initiale doivent être expliqués clairement. Voilà, comment vous déterminez ce contexte et cette situation initiale pour que ce soit justifié, encore une fois. Les impacts environnementaux et climatiques qui seront suivis et mesurés dans le projet doivent être bien explicités. Ça doit être aussi très clair. Ce suivi d'impact ne doit pas être pris à la légère, loin de là dans le projet. Il y a d'ailleurs une action obligatoire, on va appeler une sorte de work package, parce qu'on parle plutôt d'action dans le programme LIFE, qui est relative justement au suivi des impacts, le suivi et les mesures des impacts durant l'ensemble du projet. Donc voilà, une partie du budget du projet doit être significativement dédiée à cela. On vous encourage à vous appuyer sur le fichier Excel des KPIs LIFE. Alors, ce n'est pas obligatoire de le remplir pour la concept note qui sera déposée mi-juillet. En revanche, pour les propositions complètes, ce fichier-là doit être complété et il est intéressant parce qu'il vous donne d'ores et déjà des informations sur le type d'impact, pas qu'environnementaux, qui doivent être suivis dans le cadre de votre projet. On va parler notamment de public awareness. Voilà, comment on détermine un peu le public cible qui sera notamment touché par votre projet, les parties prenantes, combien de réplications vous envisagez. Voilà, tous ces aspects-là qui doivent être quand même, mine de rien, réfléchis au départ du montage de votre dossier. Troisième point, c'est la valeur ajoutée au niveau de l'Union européenne. Ce n'est pas obligatoire, mais la transnationalité du projet, c'est-à-dire le fait de monter un projet en partenariat avec plusieurs pays européens, est plutôt bien perçu lors de l'évaluation et d'ailleurs des points supplémentaires sont attribués pour les projets transnationaux. Donc ça, c'est pas obligatoire, mais c'est des points supplémentaires. Des liens établis doivent être clairs avec les politiques et la législation de l'Union européenne, mais aussi au niveau régional et national. Mais c'est vraiment au niveau de l'Union européenne où le focus se fait principalement. Partie technique qui n'en demeure pas moins importante, notamment le premier bullet point qui est en gras, innovation. Évidemment, on est dans un appel à projet compétitif. Le taux de succès, je sais plus si on l'a mis, mais le taux de succès varie autour de 20 à 25% si je dis pas de bêtises.
Donc, il y a une grosse compétition et évidemment, plus votre projet sera innovant, mieux il sera évalué lors de l'évaluation de votre dossier. Donc, on va parler d'innovation en termes de technologie, mais pas que. Ça peut être aussi sur le système de management qui sera mis en place dans le cadre de votre projet. Donc, ça, c'est vraiment très important. Il faut que l'innovation soit claire et bien justifiée dans le cadre de votre dossier. On va justifier le caractère démonstrateur ou pilote du projet. Ça, c'est assez spécifique, mais il y a des définitions qui sont explicitées dans les guidelines du programme. On va respecter les actions et les livrables qui sont obligatoires, qui sont précisés aussi dans le work programme. Voilà, c'est des choses un peu simples, mais si vous ne le prenez pas directement en considération, c'est directement des points négatifs lors de l'évaluation. On va justifier la durabilité des résultats, comment on va maintenir ça, justifier le niveau d'entrée de TRL et de sortie de TRL de votre projet, on en a parlé un petit peu avant ensemble, et établir aussi un plan de management des risques. C'est quelque chose qui n'est pas forcément toujours très clair à l'aube de préparer un dossier, mais voilà, l'atteinte des objectifs de votre projet est conditionnée à certains éléments qui sont plus ou moins risqués. Et pour le coup, il faut établir ce plan de management des risques qui permettra justement, comme typiquement le risque d'une pandémie liée à un virus. Alors, on ne pouvait pas forcément l'imaginer, mais c'est forcément un risque majeur dans le cadre de votre projet et il faut le prendre en considération et définir des mesures d'atténuation de ces risques. Voilà, si ce risque-là se produit, c'est un risque majeur, ok, mais quelle est la solution que le projet envisage de mettre en place pour atténuer au maximum les conséquences si ce risque vient à survenir. Voilà, c'est juste un petit exemple très actuel pour le coup, mais qui doit être pris en considération. Sur la partie financière, je ne vais pas trop m'attarder. Il faut que votre budget soit cohérent avec les actions que vous allez mener. La proportion de budget qui sera allouée à l'action de suivi des impacts, comme je le disais tout à l'heure, du projet ne doit pas être négligeable. On ne va pas mettre 5% du budget lié à ça, c'est trop peu, mais il faut que ce soit beaucoup plus. La sous-traitance, on disait que c'était, tout à l'heure, Parissa disait que c'était limité à 35% du budget global. Nous, par retour d'expérience, on vous suggère fortement de ne pas dépasser les 20%. Ça représente déjà un cinquième de votre budget global, donc c'est déjà un montant significatif. Et quand on considère que la valeur ajoutée doit être détenue par le consortium ou le projet, voilà, la limitation à 20% paraît tout à fait pertinente. Même pour la concept note, on vous encourage aussi à préparer un budget qui soit le plus fin possible, puisque celui-ci ne pourra pas varier de plus de 10% entre la concept note et la proposition complète. Donc c'est quelque chose aussi voilà, à ne pas prendre à la légère au moment de la préparation de votre budget. Voilà, tous ces éléments clés de succès vous ont été partagés parce que justement, chez Zabala, on a une certaine légitimité à parler de ce programme-là puisqu'on le pratique depuis de nombreuses années et on a des résultats qui sont plutôt positifs, même très positifs. On a notamment financé 2 projets intégrés précédemment. Alors, c'est des projets qui sont plutôt complexes avec des budgets très importants, autour de 16 à 18 millions d'euros. Donc, ça, c'est plutôt une réussite pour nous, d'avoir réussi à faire financer ces projets intégrés. De manière générale, on a fait financer plus de 60 projets sur les 13 dernières années en réponse à ce programme LIFE, avec un taux de succès sur la période 2016 à 2018 de 60%. Donc, c'est très important parce que c'est 3 fois supérieur à la moyenne européenne. Alors, on parle de la période 2016-2018, je précise juste parce que les résultats pour le sous-programme environnement 2019 sont en train de tomber actuellement, depuis hier, pour le coup. C'est vraiment, ça tombe au moment opportun. Et donc, on a pris la période 2016-2018 qui était plus cohérente avec ce qu'on voulait vous présenter aujourd'hui. On a, parmi les 60 projets qu'on a fait financer, 5 sont notamment coordonnés par des 5 pays membres de l'UE différents. Donc, ça montre aussi qu'on ne travaille pas exclusivement avec des sociétés espagnoles ou françaises, mais on va travailler aussi avec d'autres membres de l'Union européenne en tant que coordinateur du projet. Il n'y a pas de limite géographique à ça, en tout cas. Et en termes de retour financier pour nos clients, c'est plus de 75 millions d'euros de subventions, on parle vraiment de subventions ici, qui ont été allouées pour les sociétés et les consortiums que nous avons accompagnés.
Je crois que sur les 2 slides qui suivent, si je dis pas de bêtises, ah non, alors, non, sur la slide suivante, voilà, c'est un petit peu pour expliquer comment nous on intervient aussi dans le montage d'un dossier et à quel moment on interfère, enfin on échange avec les entités qui sont porteuses d'une idée, voire d'un projet. Alors on intervient lorsque une entité fait appel à nos services, lorsqu'elle a une idée qui peut potentiellement rentrer et être en adéquation avec les attentes du programme LIFE. Nous, on va travailler vraiment avec l'entité qui nous sollicite sur le cadrage de cette idée-là, avec des échanges, pour vérifier si le sujet est en adéquation avec les priorités du programme, quel est le niveau de maturité de l'idée. Donc là, on va vraiment parler de niveau de TRL. Quels sont les effets escomptés? Donc là, c'est les impacts. Est-ce qu'on est en train de cibler de la diminution d'émissions de CO2, de NOx, de particules fines, etc. Ça, vraiment vérifier parce qu'il y a parfois aussi cette petite confusion aussi qu'il peut y avoir et le manque de clarté sur le fait de cibler plutôt le CO2 et voir uniquement le CO2, ben, c'est plutôt climat que environnement. Enfin voilà, il y a pas mal de spécificités. Par contre, si on est sur du NOx ou de la particule fine, ben, évidemment le programme environnement et efficacité des ressources, notamment sur la partie transport typiquement, va plutôt être intéressante ici. La portée, ça va être aussi la portée au niveau plus ou moins géographique. Est-ce qu'on est sur une portée européenne, une portée très locale, et auquel cas, il faudra peut-être retravailler sur l'idée pour voir comment on peut donner une portée un peu plus large, et les profils requis, le consortium, s'il est nécessaire d'en constituer un. On intervient aussi dans la recherche de partenaires pour acquérir les compétences clés du projet pour maximiser les chances de succès de celui-ci. Donc après, il y a une sorte de go-no-go qui est proposé en fonction de toute cette analyse de base que l'on effectue. Si le projet a un bon potentiel, on va travailler avec le client ou le consortium sur le montage du dossier. Alors nous, chez Zabala, on a la caractéristique de rédiger de A à Z le dossier. On n'est vraiment pas dans uniquement du conseil stratégique ou quelque chose comme ça. On rédige le dossier, c'est-à-dire qu'on va aller chercher par exemple les directives européennes qui sont en lien avec le projet qu'on va accompagner pour faire voilà, émerger les informations pertinentes. Évidemment, on s'appuie sur les inputs qui nous sont fournis par le client et le consortium, mais la grosse partie du travail est prise en charge par Zabala, puisque, comme vous pouvez voir en bas de la slide, on constitue une équipe de consultants qui va être le lien avec le client et le consortium direct. Et cette équipe de consultants peut aussi s'appuyer sur un chef d'équipe, un soutien financier interne ou légal, mais aussi les responsables internes que l'on a de l'appel à projet. Voilà, chez Zabala, on a une équipe très solide d'experts qui sont d'ailleurs parfois pour certains évaluateurs du programme LIFE directement. Évidemment, ils évaluent pas nos dossiers pour raison de conflit d'intérêt qui est assez clair, mais voilà, ce sont des gens qui nous font remonter aussi des informations très pertinentes et très claires sur les attentes de la Commission européenne par rapport à ce programme-là et qui apportent une valeur ajoutée supplémentaire dans notre travail. Et évidemment, l'objectif pour nous, comme le projet et le consortium, c'est de faire financer ce dernier. Alors voilà, ça c'était pour cette petite partie-là. Sur les 2 slides précédentes, on a souhaité vous faire 2 petits retours d'expérience sur comment, par exemple, Zabala est intervenu sur 2 projets, sur le sous-programme environnement et le sous-programme climat. Alors sur ce premier projet, lorsque l'idée nous a été communiquée par l'entité qui nous a sollicité, donc c'est un projet qui a été déposé et financé en 2019 dans le sous-programme Action pour le climat, pardon. Cette idée-là nous est apparue assez vite comme ayant un champ d'application un peu trop restreint. Dans ce projet, lorsque le client nous a présenté l'idée, la portée était très locale et nationale, et le projet était sur le point de développer une application qui permettrait de mettre en contact différents acteurs travaillant autour des gaz fluorés, ce soit des fournisseurs de climatisation, recycleurs de gaz fluorés, dans le but de développer un écosystème innovant autour de l'économie circulaire des gaz fluorés. Or, dans le cadre du sous-programme Action pour le climat, l'échelle du projet au niveau de l'Union européenne est très importante, encore plus que pour le sous-programme environnement et efficacité des ressources. Donc, on a travaillé avec le client en collaboration avec lui, en cherchant comment ouvrir justement l'échelle
initial du projet, qui était au niveau local et national, pour atteindre le niveau européen. Donc au début, la meilleure option qu'on avait identifiée était de travailler avec des grands pays de l'Union européenne, en termes de population notamment, comme la France, l'Allemagne, l'Italie ou l'Espagne. Cependant, on s'est rendu compte qu'en termes de budget, c'était très compliqué pour que ça fonctionne bien et le travail potentiel avec un grand nombre de parties prenantes pendant les 2 à 3 années du projet a rendu le développement potentiel de celui-ci très compliqué. Donc en fait, toute cette analyse s'est effectuée au fur et à mesure et il a été finalement décidé de partir avec 3 plus petits pays comme la Hongrie, la Slovaquie et la République tchèque pour établir des contacts avec les autorités nationales et les associations de consommateurs, donc qui étaient les principales parties prenantes. Et il a donc été décidé de développer un démonstrateur dans chacun de ces 3 pays. Et si la solution venait à bien fonctionner, parce qu'on est vraiment aux prémices du projet, ce seront donc les grands pays qui participeront au plan de réplication. Voilà, on parlait vraiment de réplication post-projet. Là, on est vraiment bien par rapport à ce qui est attendu dans le programme Live. Voilà, ça c'était un premier exemple. Le second est un petit peu différent parce que c'était une autre problématique qui nous a été présentée. Donc ce projet-là a été financé à l'appel à projet 2018 du sous-programme environnement et efficacité des ressources. L'une des principales, enfin les 2 principales priorités de ce projet étaient la réduction et le recyclage des plastiques. Donc le client que nous avons aidé à monter et rédiger son projet voulait développer un investissement énorme avec une usine de recyclage des plastiques. Or, le focus du programme LIFE n'est pas de financer uniquement des investissements, mais c'est aussi des coûts humains et d'autres aspects. Donc les coûts d'investissement étaient beaucoup trop élevés au départ par rapport à un budget standard attendu pour un projet LIFE. Et on a étudié ensemble tout le plan d'investissement. Donc on a vraiment tout décortiqué et on a aidé le client à distinguer les équipements dits classiques de ceux qui étaient plutôt caractérisés comme étant des prototypes et qui étaient donc innovants et créés pour le projet. Et ça a vraiment eu un impact sur le travail du budget et on a pu définir un budget qui était détaillé où les coûts d'amortissement des équipements commerciaux qui étaient achetés pour le projet, qui sont financés à hauteur de 50%, étaient distingués de ceux qui étaient innovants et considérés comme des prototypes, qui sont financés à hauteur de 100%. De plus, on a supprimé aussi des équipements qui n'avaient pas forcément un impact direct dans le projet et qui en dehors de faire monter le budget, n'avaient pas forcément une valeur ajoutée importante dans le dossier. Donc c'est vraiment un travail important qui a été effectué parce que lorsque l'évaluation a été faite par les experts de la Commission européenne, ils ont évalué si le budget était adapté à l'échelle du projet et aussi s'il s'agissait voilà, de valeurs ajoutées importantes pour le dossier ou non. Donc si le budget n'est pas correctement expliqué et justifié, la proposition perdra forcément des points lors de l'évaluation. Donc voilà, ça c'était 2 petits cas de succès qu'on a eu et notre intervention, comment elle s'est déroulée auprès de ces entités-là. Je vois le temps passer, donc je vais essayer d'avancer un petit peu. De toute manière, le gros de la présentation est terminé. Sur cette slide-là, alors lorsque vous recevrez les diapositives de cette présentation, de ce webinaire, vous aurez accès à un certain nombre d'informations et notamment le livre blanc que nous avons préparé chez Zabala qui se répartit en 4 parties principales. Les caractéristiques du nouvel appel à projet 2020 du programme LIFE, comment réussir sa participation à l'appel, 2 autres cas de succès qui vous seront détaillés dans ce livre blanc et quelques chiffres sur les réussites de Zabala. Donc ça, c'est quelque chose auquel vous pourrez avoir accès et qui nous paraissent intéressantes à transmettre. Voilà, je ne vais pas détailler cette slide-là, mais ce sont quelques conseils, notamment en termes de documentation et aussi de projets précédents qui auraient été financés, qui doivent être parcourus de votre côté lorsque vous préparerez votre dossier. Donc, c'est vraiment des choses importantes à prendre en considération pour. Enfin, voilà, la slide, l'avant-dernière slide de la présentation, je n'arrive plus à avancer. Voilà. Parissa et moi, nous voulions vous remercier parce que vous avez été nombreux aujourd'hui à participer à ce webinaire. Voilà, c'était un plaisir pour nous de vous présenter cette petite heure de webinaire.
Et évidemment, Parissa et moi, nous nous tenons disponibles pour répondre aux questions que vous ne souhaiteriez pas forcément poser directement dans le chat de ce webinaire-là, mais que vous souhaiteriez nous poser directement par email ou par téléphone. Et nous avons aussi le soutien de notre équipe d'experts techniques du programme LIFE, sur lequel aussi nous appuyons pour analyser les projets. Enfin, tout à la fin, voilà, vous aurez accès sur cette slide-là et on remercie une nouvelle fois nos partenaires de ce webinaire, à savoir Vitagora, Moveo, Systématique, Cap Énergie, Normandie Aerospace, EMC2 et le pôle de compétitivité Minalogique, qui voilà, nous ont soutenus pour préparer ce webinaire. Et vous avez les coordonnées de chacun des référents et de nos contacts au sein de chacun de ces entités-là, pour pouvoir également les solliciter si vous avez des questions par rapport à cette présentation ou d'autres aspects. Voilà, je pense qu'on a fait le tour en tout cas de ce webinaire-là. On va pouvoir avancer, et désolé, ça a pris un peu plus de temps que prévu sur la présentation. On va pouvoir se concentrer un petit peu à une petite série de Q&A. Je pense que Parissa, tu as pu regarder un petit peu les questions qui nous ont été posées. Je vais remettre ma webcam. Oui, exactement. Donc, juste le fait que nous avons atteint la limite de temps imparti pour ce webinaire. Donc, comme Valérian dit tout à l'heure, vous pouvez revenir vers nous ou vers nos partenaires si vous avez des questions particulières sur ce programme, sur cette présentation. N'hésitez pas à nous écrire ou écrire à nos partenaires. Et vous trouvez leurs coordonnées dans la présentation. Également, je sais souligner que nous allons, après ce webinaire, nous allons vous envoyer la présentation, l'enregistrement de ce webinaire, ainsi que les autres documents, le livre blanc de Live de Zabala. Nous allons vous envoyer par email. Vous allez les recevoir assez rapidement. Donc, comme je vous ai dit, nous avons atteint la limite de temps. Donc, nous vous remercions, Valérian et moi, nous vous remercions encore une fois pour votre participation à ce webinaire et nous vous souhaitons une excellente journée et encore une fois, n'hésitez pas à revenir vers nous et nos partenaires en cas de questions. Donc, excellente journée à tous et à très bientôt. Merci. Merci et au revoir. Au revoir.